Bon, est-ce que on peut redouter une décollecte du livret A si les Français décident qu'ils ne veulent pas financer l'armée dans une économie de guerre dont on ne dit pas le nom? Alors c'est le scénario catastrophe, mais bon, dans une logique où on a envie de savoir ce que fait notre argent, où on veut plus de transparence, est-ce que vous pensez que l'aiguillage des fonds du livret A vers les entreprises de la défense va cliver? Stéphane? Alors ça, je ne sais pas. Parce que le français reste quand même extrêmement patriote. Donc si c'est bien présenté, moi, ma seule interrogation lorsque j'ai vu cette information qui, jusqu'à il y a 48 heures, m'avait totalement échappé. Là, je parle en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Il nous est tombé dessus, et je le dis, il nous est tombé dessus parce que c'est d'un coup, et c'est très lourd, d'énormes contraintes dans la finance verte aujourd'hui, dans l'appétence de nos clients, dans le fait que nous sommes maintenant forcés, je dis bien forcés, mais ça va dans le bon sens, d'interroger nos clients sur ce qu'ils veulent faire en termes de sens et de climat dans leurs investissements. Donc ça rajoute, je vous le fais très simple, une vingtaine de questions d'audit patrimonial pour classifier finalement la cible de marché, enfin le produit marché cible vert. Et alors là, j'aimerais bien savoir comment on pourrait placer le livret A à ce moment-là, parce que si vous financez des armes jusqu'à nouvel ordre, c'est pas tellement ESG. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que justement les PME du secteur, et je comprends très bien l'idée, vont plus elles vont plus pouvoir trouver des financements ailleurs à cause de ces contraintes. Et dans ces cas-là, Bruno Le Maire a finalement revu sa copie, il a accepté le truc. Donc je ne sais pas comment vont réagir les Français, je ne suis pas sûr qu'ils vont fermer la porte complètement, mais en tout cas, je pense que pour les banquiers du coin, ça va être plus compliqué de donner du livret A à tout le monde si on sait qu'il y a une grande part qui part pour l'armement, qui, je le rappelle, est quand même depuis 100 ans considéré comme hors ESG, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Bon, comment vont réagir les Français? Justement, ces Français, Mounia, vous avez relevé une étude de l'OCDE qui vient de paraître pour l'AMF, où on fait le portrait type des investisseurs français, et ce qui ressort, enfin moi ce que j'en ai retenu, c'est que les nouveaux investisseurs, puisque cette étude s'attache à faire le portrait des nouveaux investisseurs, ceux qui sont rentrés sur les marchés, on va dire, depuis le Covid, eh bien, ils ont un niveau de connaissance financière relativement faible, en particulier les jeunes de moins de 24 ans, et que ça, c'est quand même un problème. Alors, il y a plusieurs chiffres qui m'ont frappé dans cette étude, qui suit d'ailleurs une autre étude qui avait été faite après le Covid et qui illustrait qu'il y a 1 million de Français, plus d'1 million de Français qui avaient été des primo-investisseurs. Donc ça avait vraiment lancé une passion pour la bourse. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, ce qui interpelle dans cette étude, c'est que quand on regarde ces nouveaux investisseurs, et quand on regarde leur patrimoine, il y en a 50% qui ont investi dans les cryptoactifs, contre seulement 24% dans les actions. Et 25% pour notre fonds euro chéri, qui finalement en prend une sacrée claque. Le deuxième chiffre qui m'a un peu interpellé, c'est que quand on interroge les 18-24 ans, on leur demande leur connaissance, leur niveau de connaissance financière, il y en a plus de 70% qui s'estiment être des experts ou qui ont des connaissances très élevées. Et ça, comme quand Stéphane, je pense pour en témoigner, quand on parle à des clients au quotidien, en France, on est très loin d'être face à des experts. Il y a des gens qui sont évidemment très très calés. La majorité ont quand même du mal à comprendre les concepts de base. Donc, qui dit expert dit excès de confiance et donc des risques de spéculation. Et d'ailleurs, l'étude, et ça c'est assez marrant, souligne in fine qu'une grosse partie, plus de 80%, ça donne aussi à des jeux de hasard. Alors je trouve ça assez étonnant de lier ça, mais en tout cas, l'excès de confiance, encore un gros risque, encore un biais comportemental qui peut frapper les investisseurs. Ce qui est quand même très rassurant dans cette étude, c'est que finalement les Français s'intéressent à leur argent et investissent, et qu'ils rentrent par la crypto, par les actions. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'ils s'y mettent, qu'ils mettent leur argent au travail. Le livret A, c'est très bien, mais on rappelle que le livret A, c'est 3%, donc c'est toujours 3 points de moins que l'inflation. Donc on perd de l'argent et du pouvoir d'achat chaque année. Ça fait peur un peu. L'importance de comprendre des concepts clés, notamment la diversification ou l'incidence de l'inflation sur l'épargne, des concepts visiblement pas tout à fait maîtrisés. François, le mot de la fin. Ce qu'on trouve, c'est que ces nouveaux investisseurs, ils ont un côté joueur. Ils investissent pour goûter. Ils veulent des sensations. Lorsque l'AMF mène l'enquête, il ressort que dans 73% des cas, ils veulent gagner vite et beaucoup. Et c'est vrai que 90% jouent aux jeux vidéo, 90% font des paris en ligne ou hors ligne. Il y a cet appétit, ils veulent de la sensation, ils veulent gagner vite. Et après, j'ai envie de dire, ça se comprend. Parce que les tickets, en tout cas l'investissement, il est modeste. On a un quart qui investissent moins de 500 €. Donc avec 500 €, c'est pas intéressant de se dire je vais avoir 3% avec mon livret A. Si on met les 500 €, en fait, ils se disent je veux éventuellement avoir de la crypto-monnaie, du bitcoin, pour que mes 500 deviennent 600, 700, 800. Donc il y a ce côté un petit peu joueur qui est lié aussi au fait que les montants
sont relativement modestes. Bon, d'ailleurs, on vous coach dans un quart d'heure. C'est Stéphane Van Nuffeld, votre coach. Stéphane, on va essayer de faire le point sur les erreurs à ne pas faire d'ici la fin de l'année. On va pas être trop joueur, mais dites-nous de quoi on va parler. Non, mais en gros, on arrive en fin de période de défiscalisation possible. Donc là, il y a 2-3 erreurs sur lesquelles on va vraiment revenir et on y revient chaque année parce qu'on va simplement dire que la défiscalisation n'est pas l'alpha et l'oméga d'un investissement. Donc attention à ne pas se précipiter parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et là, on peut faire n'importe quoi parce qu'on se précipite. Bon, ça c'est dans un quart d'heure. Vous avez des questions, vous les adressez, vous m'écrivez un message privé sur LinkedIn ou à l'adresse direct@bfmbusiness.fr. Merci messieurs pour ce tour de table. François Monnier et les équipes d'Investir. Merci Mounir Lagoun et l'équipe de Finari. Et puis Stéphane Van Nuffeld de Net Investissement qu'on retrouve dans 15 minutes.